Bonjour à toutes et à tous. Je suis Axel Gastambide, directeur technique du projet Savoir Éco en Tunisie. Je suis ravi de modérer ce webinaire co-organisé par la FERDI et le GI40. Dans la prochaine heure et demie, nous allons examiner avec nos quatre invités les bouleversements géopolitiques et géoéconomiques à l'œuvre aujourd'hui et ses conséquences sur les logiques de financement international dans les pays de la région MENA, c'est-à-dire les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire quelques mots sur le projet Savoir Éco. Savoir Éco, mis en œuvre par Expertise France et financé par l'Union européenne, vise à appuyer le débat public sur les questions économiques et de développement durable en Tunisie, à travers des appuis à ce que nous appelons les structures productrices de savoir économique, c'est-à-dire les organismes publics d'analyse et d'aide à la décision, les laboratoires de recherche universitaires et les think tanks issus de la société civile. Au cours des 3 dernières années, l'AFERDI, think tank français spécialisé sur les questions de développement international, a été le partenaire de référence pour la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, Savoir Éco appuie financièrement le GI40, think tank spécialisé sur l'économie tunisienne, dans la diffusion et la valorisation de son ouvrage de référence, L'économie tunisienne, dont l'édition 2026 vient de sortir. Je tiens ici à remercier et à féliciter la FERDI et le GI40 pour s'être associés dans l'organisation du webinaire du jour, qui s'inscrit parfaitement dans la logique d'intervention du projet Savoir Éco, à savoir faire vivre le débat public sur des enjeux d'importance. Nous avons intitulé le webinaire du jour Bouleversement géopolitique et financement des économies de la région MENA. En effet, depuis quelques années, nous observons que l'économie mondiale est entrée dans une phase de recomposition marquée par une intensification des rivalités entre grandes puissances, une politisation croissante des relations économiques internationales et une remise en cause progressive du modèle de mondialisation qui s'était consolidé depuis la fin de la guerre froide. Les transformations en cours affectent profondément les modalités de financement des économies émergentes et en développement, et en particulier les pays de la région MENA. Plus largement, on doit s'interroger sur les conséquences pour la région MENA des bouleversements à l'œuvre. L'objectif du webinaire est de savoir comment les pays de la région sont en train de s'adapter aux bouleversements géopolitiques et géoéconomiques. Cette question est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans un contexte de guerre en cours au Proche-Orient qui provoque des conséquences majeures dans le reste du monde. Pour examiner ces questions, nous avons l'honneur de recevoir quatre personnalités d'envergure qui sont à la fois des spécialistes des questions de géoéconomie et de géopolitique et de très fins connaisseurs des régions de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Nous aurons successivement les interventions de M. Bruno Cabriac, le directeur général de la FERDI, M. Karim Émile Bittard, qui enseigne aujourd'hui le Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris, M. Fatala Walalou, qui est senior philo au Policy Center for the New South, et M. Maher Gassab, qui dirige l'ouvrage collectif annuel du GI40, L'économie tunisienne. Bruno Cabriac, bonjour. Je commence avec vous en vous présentant rapidement. Avant de rejoindre la FERDI, vous avez occupé des postes de haut niveau à la Banque de France, notamment en tant que directeur général adjoint des études, des statistiques et des relations internationales. Vous avez également servi à la Direction générale du Trésor en tant que conseiller financier pour l'Afrique et vous venez de coordonner un double numéro de la revue d'économie financière intitulé Mutation géopolitique, fragmentation économique et financière. Je commence donc avec vous pour vous demander de nous éclairer sur les bouleversements géopolitiques et géoéconomiques à l'œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup, Axel. Et d'abord, merci aux organisateurs et à la FERDI, au GI40 de ce webinaire qui, je pense, sera tout à fait intéressant.
Pour répondre à ta question, Axel, je vais en effet m'inspirer des deux numéros récents de la revue économique et financière euh, euh, qui ont rassemblé une trentaine d'auteurs multidisciplinaires pour dessiner un peu ce qu'on appelle les bouleversements géopolitiques et géoéconomiques. Je suis bien conscient que c'est qu'un angle de vue, et je pense qu'il sera intéressant de discuter avec les autres panélistes de la vue qu'ils en ont depuis l'autre rivage de la Méditerranée. Quand on parle de bouleversement géopolitique et géoéconomique, on situe souvent la rupture au tournant des années 2020, avec cette situation qui a souvent été qualifiée une situation de polycrise, la pandémie de Covid-19, les montées des tensions sino-américaines, la guerre de la Russie en Ukraine, les guerres au Moyen-Orient, etc. Euh, Situation de polycrise qui révèle les faiblesses et les contradictions engendrées par la phase de mondialisation qui s'est déroulée pendant les 3 décennies précédentes. Alors, je suis bien conscient effectivement que c'est une vue aussi un peu occidentale, hein, et que dans les pays de la région, notamment, les grands mouvements géopolitiques ont commencé bien avant avec les printemps arabes et sont d'ailleurs peut-être liés aux mêmes causes. Pourquoi cette phase de mondialisation a produit un certain nombre de contradictions? Eh bien, parce que elle a produit de très grandes interdépendances qui se manifestent notamment par la très grande fragmentation des chaînes de valeur. Et ces grandes interdépendances n'ont pas été accompagnées d'une progression de la coopération multilatérale et encore moins d'une progression de la gouvernance mondiale. Certes, on a bien vu qu'après la crise financière, la grande crise financière de 2008-2009, on avait le G20 qui avait été à la fois renouvelé et renforcé, a permis de gérer cette crise, de la gérer collectivement, mais ce furent sans doute les derniers feux du multilatéralisme. À l'inverse, la montée des tensions géopolitiques, et c'est quand même aujourd'hui, on est aujourd'hui dans une situation exceptionnelle, hein, avec 2 conflits dans le monde qui impliquent des puissances nucléaires, et la montée des tensions géoéconomiques aussi, l'usage de plus en plus fréquent et lourd de sanctions économiques dans le cadre de conflits géopolitiques, on le voit avec la Russie ou avec l'Iran, l'arsenalisation des politiques commerciales, l'usage des politiques commerciales dans un but géopolitique, et l'administration américaine, la nouvelle administration de Trump en montre l'exemple. Mais il y a aussi une arsenalisation de la politique de concurrence, y compris au sein de l'Union européenne. Tout ça, tous ces éléments ont transformé des interdépendances qui étaient vues comme des interdépendances heureuses, au sens où elles produisaient un avantage mutuel et au sens où elles garantissaient justement la paix. Au contraire, ces interdépendances sont vues aujourd'hui comme des menaces à brandir pour ceux qui estiment pouvoir avoir le dessus dans leur rapport de force, ou des menaces à subir. Et donc, il y a une recherche forte pour la souveraineté nationale, la souveraineté économique nationale, c'est-à-dire se protéger justement de ces menaces brandies ou subies, notamment celles qui sont subies à travers cette indépendance. Et donc l'autonomie stratégique est devenue un mantra, y compris pour les plus grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, mais aussi évidemment pour toutes les puissances moyennes et tous les pays du monde. Mais c'est un objectif difficilement atteignable, tellement l'interdépendance créée par la phase de mondialisation a été forte. Alors, quatrième point de force, c'est que cette course à l'autonomie stratégique fait plus que jamais de la sécurisation des approvisionnements en matières premières et en intrants essentiels la priorité des relations géopolitiques. Alors,
c'est vrai, bien sûr, pour les hydrocarbures, ça a toujours été vrai, mais c'est de plus en plus vrai. Mais c'est vrai aujourd'hui, notamment pour les métaux critiques, pour les produits alimentaires de base, pour les puces électroniques, etc. Donc, tout ça fait que la géopolitique et la géoéconomie sont de plus en plus liées. Et il y a peut-être une démonstration très forte de cette affirmation qui est l'évolution de l'aide publique au développement. Avec la suppression de l'USAID, les États-Unis ont montré que maintenant, ils entendaient asservir leur politique d'aide au développement à des objectifs économiques, à des objectifs géoéconomiques et à des intérêts nationaux, rejoignant en cela la Chine, qui faisait de même depuis longtemps, y compris dans le cadre des initiatives pour la route de la soie, et l'Union européenne, avec le Global Gateway, a, je dirais, un peu emboîté le pas des deux grandes puissances économiques. Cinquième élément peut-être de force de cet environnement géopolitique, de ces bouleversements géopolitiques, c'est qu'il y a une grande incertitude sur la structuration des équilibres géopolitiques. Et les bouleversements récents ont parfois été analysés comme un symptôme de la montée des tensions sino-américaines dans un contexte où, c'est le syndrome de Kindleberger qui a été souvent invoqué, dans le contexte où les États-Unis n'auraient plus les moyens d'assumer leur rôle d'hégémon mondial et la Chine ne serait pas encore prêt à le faire. Mais là, on se situait déjà, ou on se situait à l'époque, dans une perspective, je dirais, des 15 ou 20 premières années du siècle, de ce siècle, dans lequel on voyait la Chine rattraper très rapidement les États-Unis et les États-Unis peut-être donner un certain nombre de signes de faiblesse. Alors, la première hypothèse devient moins vraie parce que la Chine est aujourd'hui entrée dans un univers démographique qui fait que sa dynamique économique est beaucoup moins forte. Quant aux États-Unis, ils donnent certes des signes de faiblesse et on en voit les manifestations, je dirais, presque quotidiennes, mais en même temps, les fondamentaux américains sont extrêmement forts, notamment leur domination sur le système financier, leur domination sur le système d'innovation, le système de recherche, fait que cette tendance qu'on voyait inexorable demeure extrêmement incertaine. C'est pour ça que le modèle qu'on avait dans les années 2020, d'analyse qui s'était généralisée avec la montée des tensions géopolitiques et qui voyait le monde en deux blocs, un bloc occidental et un bloc sino-américain, est peut-être aujourd'hui devenu moins pertinent. Et pourquoi il est devenu moins pertinent? Parce qu'il n'a pas non plus collé à la réalité et les flux de biens et de capitaux ne se sont pas organisés dans une logique de deux blocs. Et la mondialisation telle qu'on l'avait connue avant a finalement été beaucoup plus résiliente et elle a été aussi soutenue, cette mondialisation, par des grands groupes multinationales qui cherchent à échapper à une pure logique nationale qui ne correspond pas forcément à leurs intérêts. Alors, est-ce que dans ce contexte, on peut annoncer la mort du multilatéralisme? Là aussi, il y a une grande incertitude et il est un peu tôt pour dire cela et pour le prophétiser, pour le projeter, même si c'est vrai, les actions unilatérales et les rapports de force se sont multipliés. Et on constate beaucoup de recul dans le multilatéralisme, dans certains domaines, dans le domaine commercial, avec l'OMC, dans le domaine de la santé. Mais il y a quand même une stabilité et une consolidation de ce qui s'est fait dans les décennies précédentes, par exemple en matière de stabilité financière ou de fiscalité internationale. Et puis, il y a des formes renouvelées de multilatéralisme sur les grands défis de demain, notamment liés aux biens publics mondiaux. Et ce sont les COP climat, les COP biodiversité. Enfin, dernier point que je voulais signaler, sur le plan géoéconomique, c'est que les bouleversements géopolitiques s'inscrivent dans un paysage qui lui-même a été totalement chamboulé. Il a été totalement chamboulé par le changement climatique et ses conséquences.
et notamment la transition énergétique hein, qui modifie considérablement les équilibres économiques et les relations géoéconomiques. Et par exemple, je pense qu'on néglige l'effet à terme sur les pays exportateurs de pétrole de la transition énergétique. Mais il y a aussi la montée en puissance de l'économie numérique, cette économie qui est dominée par des oligopoles américains, dont la puissance devient considérable, dépassant celle des États, par la montée en puissance, qui est aussi une conséquence de la numérisation de l'économie des crypto-monnaies, donc une certaine privatisation de la monnaie. Là aussi, la souveraineté est menacée non plus par des équilibres géopolitiques, mais par l'apparition de privés dans des domaines très forts de souveraineté et bien sûr les bouleversements qui sont encore à venir apportés par l'IA. Voilà, je voulais juste dresser ce panorama des bouleversements géopolitiques et je pense que effectivement ce sera très intéressant d'avoir l'angle de vue des pays de la région sur ces bouleversements eux-mêmes. Merci Bruno Cabriac pour ce premier panorama hein, qui offre déjà une vision relativement exhaustive au niveau mondial des principaux bouleversements géoéconomiques et géopolitiques. Karimi Émile Bittard, bonjour. Comme je le disais, vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et vous êtes aujourd'hui titulaire de la chaire Georges Corme des relations internationales, d'économie politique et d'histoire des idées. Vous êtes rattaché à de nombreux think tanks et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des relations internationales au Moyen-Orient. À la suite du propos de Bruno Cabriac, je voudrais donc vous demander comment les bouleversements décrits par M. Cabriac s'inscrivent-ils dans les dynamiques propres à la région MENA? Je pense notamment au printemps arabe et au conflit actuel au Proche-Orient. Je vous cède la parole. Merci Axel Gastambide, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie la FERDI et le Global Institute for Transitions de m'avoir invité. Le mot principal a été évoqué plusieurs fois par Bruno Cabriac. C'est à mes yeux le mot d'interdépendance. Notre époque est marquée par une stupéfiante interdépendance qui caractérise l'essentiel des rapports de force. Et c'est, je crois, précisément parce que les États-Unis ont sous-estimé cette interdépendance qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une sorte d'impasse dans la guerre face à l'Iran. Donald Trump répète souvent, nous n'avons pas besoin des ressources énergétiques du Golfe puisque nous sommes devenus exportateurs nets grâce à la révolution du fracking, du gaz de schiste et à ce fameux slogan Drill, baby, drill. Dans l'absolu, c'est tout à fait vrai. L'Amérique a accédé depuis déjà 10-15 ans à ce Graal qu'était l'indépendance énergétique à laquelle elle avait longtemps aspiré. Elle est aujourd'hui indépendante, mais il n'en reste pas moins que la prospérité américaine demeure dépendante de la prospérité chinoise, de la prospérité indienne, lesquelles sont plus que jamais dépendantes des ressources énergétiques en provenance du Golfe. Ce qui montre bien que quand bien même un pays pourrait penser qu'il n'a plus besoin d'être dans une logique du multilatéralisme, il finit toujours par être rattrapé par cela. Donc le premier mot-clé, c'est celui d'interdépendance. La crise, la guerre en cours est en train d'affecter les économies du monde entier. Le prix à la pompe est en train d'être affecté en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Inde, où il y a déjà des pénuries. Le battement d'aile d'un papillon peut provoquer des tsunamis très loin, on le sait depuis longtemps, mais plus que jamais, cela est vrai. Et je pense que c'est par ce point-là, en sous-estimant cet effet, que les États-Unis ont péché,
Donald Trump a été formé dans le marché de l'immobilier à New York dans les années 80. Et dans son optique, il y a toujours un loser et un winner. C'est un mot qui revient chez lui quasi systématiquement. Il veut être le loser et ne surtout pas être un winner. Il préfère être l'arnaqueur plutôt que l'arnaqué. Le problème, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a de fortes chances que tout le monde puisse sortir perdant. Et au moment où on parle, je pense que la plupart des acteurs ont été considérablement affaiblis par cette guerre dans le Golfe. On nous dit que la Chine pourrait en tirer profit à moyen terme en profitant du discrédit américain. Peut-être, mais à court terme, les Chinois étant les principaux importateurs, voient également leur économie affectée. On nous dit que la Russie peut vendre du pétrole à des prix hautement plus élevés qu'auparavant. Certes, il n'en reste pas moins que cela n'est pas en train de se transformer en avantage sur le terrain ukrainien. Donc, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni les pays du Golfe alliés des États-Unis, ni l'Iran ne peuvent aujourd'hui prétendre être sortis gagnants. L'Iran n'a pas encore été terrassé, même s'ils ont subi des dégâts considérables, un affaiblissement économique, que la plupart de leurs infrastructures militaires, mais également civiles, ont été détruites. Les dommages sont estimés à pas moins de 270 milliards de dollars et on nous promet maintenant un second round de guerre. Monsieur Netanyahou est en train de pousser à cela. Même Israël n'est pas forcément en train d'atteindre ses objectifs, que l'objectif soit celui d'un régime ou celui d'un affaiblissement considérable de l'Iran. Cet objectif n'est pas encore atteint et surtout, Israël est en train de perdre dans l'espace qui est le plus important pour l'État d'Israël, qui est l'opinion publique américaine. Pour la première fois de mémoire de sondeurs, un institut de sondage Ipsos a publié dans le Financial Times il y a 2 semaines une étude très importante montrant que le nombre d'Américains, tous partis confondus, qui sympathisaient avec les Palestiniens était aujourd'hui supérieur au nombre d'Américains qui sympathisent avec Israël. C'est quelque chose qui aurait été tout à fait impensable il y a 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, les figures qui soutiennent la question palestinienne aux États-Unis ne sont plus uniquement dans les franges de la société, comme il y a 20 ans, il y avait quelques voix comme Noam Chomsky ou Norman Finkelstein. Aujourd'hui, vous avez des voix au cœur de l'establishment américain, des figures importantes aussi bien au sein du Parti démocrate, mais aussi quelques voix au sein du courant MAGA qui commencent à critiquer Israël. Donc cette interdépendance montre que nous pourrions tous sortir perdants si nous ne parvenons pas à remettre en selle un certain multilatéralisme. Vous m'avez demandé donc de faire le lien entre l'intervenant précédent et ce que nous vivons aujourd'hui dans la région. Un autre élément qui me semble important, c'est de rappeler que cette guerre américano-israélienne contre l'Iran trouve sa source dans le fait qu'en 2018, Donald Trump ait décidé de déchirer l'accord nucléaire américano-iranien. Ce n'était pas un accord bilatéral américano-iranien, c'est un accord, le JCPOA, qui impliquait l'Union européenne, les Nations unies, l'Allemagne. C'était un accord multilatéral. La volonté américaine de s'en retirer nous a placés quelques années plus tard dans une situation inextricable parce qu'en effet, l'Iran a décidé de poursuivre à partir de ce moment, la confiance ayant été rompue, son processus d'enrichissement de l'uranium, alors qu'ils avaient auparavant accepté des inspections inopinées de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Chinois observent cela avec beaucoup d'attention. Ils voient que l'Amérique a été incapable de réouvrir le détroit d'Ormuz, qui, je le rappelle, est 5 fois plus étroit que le détroit de Taïwan. Les Chinois se sentent donc quelque peu confortés. Ils voient que la force brute a montré ses limites.
Le monde dans lequel on vit est marqué donc par cette interdépendance et par la notion de Macht politique, ce que les Allemands appellent la politique de puissance. La Macht politique, ça va plus loin que la réelle politique. Nous ne sommes plus dans une politique qui cherche à préserver les équilibres entre les puissances, la balance du pouvoir. Nous sommes véritablement dans une politique où la force prime sur le droit, comme disait Bismarck, et où on cherche de forcer la main, de contraindre ses adversaires. Et on voit que même cette logique ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Quand bien même le budget militaire américain était déjà à 1000 milliards de dollars, 1 trillion de dollars par an, et qu'on nous va aujourd'hui le porter à 1,5 trillion de dollars à la demande de l'administration Trump, on a vu que l'Amérique a été incapable au cours des 20 dernières années, pendant cette guerre globale contre le terrorisme, de venir à bout de quelques dizaines de milliers d'insurgés en Afghanistan ou en Irak. Le coût global de ce qu'on a appelé la guerre globale contre le terrorisme, le coût total s'élève à pas moins de 21 trillions de dollars, 21 000 milliards de dollars. Et non seulement les résultats n'ont pas été au rendez-vous, mais ils ont été étonnamment contre-productifs, puisque la présence américaine en Irak et en Afghanistan est venue créer un terreau fertile qui a permis l'extension du domaine de la terreur, une démultiplication des foyers de terrorisme. Il y avait, après le 11 septembre, environ 1500 à 2000 terroristes dans les montagnes afghanes. 10 ans après, le mouvement Daesh, beaucoup plus radical qu'Al-Qaïda, contrôlait un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne à la frontière de l'Irak et de la Syrie. On voit encore une fois les effets contre-productifs et l'incapacité de la politique de la force brute, de la politique de puissance, à résorber ces problèmes. Le multilatéralisme a également subi un certain nombre de coups durs, avec le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat, avec ce qui a également été cité par Bruno Cabriac, les coupes dans l'aide au développement, notamment le USAID. Et je vous signale une étude récemment parue dans le magazine britannique The Lancet, journal épidémiologique, qui chiffre le nombre de morts que va causer la suppression de USAID à 14 millions de morts avant 2030. Donc c'est quasiment demain matin. 14 millions de morts. J'ai été frappé par un autre chiffre qui a été avancé la semaine dernière dans le journal The Guardian par Tom Fletcher, qui est un ancien ambassadeur britannique, qui est aujourd'hui secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, qui nous dit qu'avec le coût de cette guerre en Iran depuis 70 jours, nous aurions pu sauver 87 millions de vies humaines. Donc il ne faut pas uniquement estimer les coûts de cette guerre en étudiant le prix à la pompe, mais il faut également étudier tout ce qui aurait pu être fait si l'Amérique n'avait pas décidé de plonger tête baissée dans cette aventure hasardeuse qui à ce jour n'a fait que renforcer et radicaliser le régime iranien et radicaliser également ses proxys, puisque cette guerre est venue déstabiliser l'ensemble de la région. Aujourd'hui, quand bien même il y aurait un accord entre les États-Unis et l'Iran pour calmer la situation dans le Golfe, au Liban, je crois qu'il ne soit trop tard. Il y a un véritable risque sur l'intégrité territoriale, sur l'unité et sur la souveraineté du Liban. C'est un pays, comme vous le savez, qui était déjà frappé par une crise économique de très grande ampleur, que la Banque mondiale avait estimé être l'une des 3 plus grandes crises à l'échelle internationale depuis 1850. Et là, Israël semble déterminé à se tailler ce qu'on appelle pudiquement une zone de sécurité, c'est-à-dire à occuper pendant une longue période le sud Liban, éventuellement jusqu'au fleuve Litani. Certains ministres israéliens parlent même d'annexion du sud Liban. Nous avons 1,3 million de réfugiés, c'est-à-dire quasiment 25% de la population libanaise. Et il est inévitable que ces réfugiés majoritairement chiites qui sont accueillis dans des régions chrétiennes ou sunnites très hostiles au Hezbollah ne finissent par être confrontés à des tensions et le risque n'est pas minime de voir
cette crise des réfugiés provoquait des tensions internes, voire même une crise de régime au Liban. Au même moment, la même logique américaine, celle de la marque politique, accentue les pressions sur le président et le premier ministre libanais pour qu'ils engagent des négociations directes avec Israël, ce qui est actuellement le cas. Mais le Liban se lance dans ces négociations sans avoir la moindre carte entre les mains et sans avoir d'alliés autour de la table, parce qu'Israël a refusé que la France ne soit partie prenante de ce processus de négociation. Israël n'ayant pas digéré que la France, avec l'Arabie saoudite, ait mobilisé un certain nombre de pays pour que les Nations unies s'avancent dans la voie de la reconnaissance de l'État palestinien. Donc les deux États qui traditionnellement étaient les protecteurs de l'unité et de la souveraineté du Liban, la France et le Vatican, sont aujourd'hui plutôt mal vus à Washington. Le pape Léon est ouvertement attaqué par Donald Trump. La France est également considérée par Israël comme une puissance qu'il ne faut pas laisser interférer dans les affaires libanaises. Et comme nous le savons tous, les États-Unis ne sont pas un honest broker, un intermédiaire honnête dans ces négociations entre Israël et le Liban. L'histoire des 40 dernières années montre qu'ils ont systématiquement choisi le camp d'Israël. Pour élargir un peu le propos et aborder les conséquences économiques, ce qui est que nouveau l'on dans nous aborderons hein, dans un deuxième temps, Monsieur Bittard. D'accord. Alors, je me contenterai de signaler que deux grands axes semblent se distinguer aujourd'hui. Un axe mené par l'Arabie saoudite qui s'est rapproché de l'Égypte, de la Turquie, du Pakistan, qui sont très attachés à l'intangibilité des frontières, à la stabilité et au statu quo. Alors que de l'autre côté, on a assisté à ce qui était déjà présent depuis une quinzaine d'années, qui devient formalisé, une sorte d'alliance entre Israël et les Émirats arabes unis, qui souhaite plutôt donner un coup de pied dans la fourmilière et voir un nouveau Moyen-Orient émerger avec tous les risques que cela comporte. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude totale. Personne n'a véritablement réussi à engranger quelque succès que ce soit dans ces 70 jours de guerre et les menaces demeurent très importantes. Il y a un retour saoudien sur la scène libanaise politiquement, mais qui ne s'accompagne pas d'un soutien financier comme ce fut le cas précédemment, alors que les experts estiment que les sommes dont on aura besoin pour reconstruire Gaza, le Liban et la Syrie sont absolument considérables. Un diplomate du Quai d'Orsay signalait il y a 48 heures dans une réunion que Gaza, ça coûterait pas moins de 70 milliards, le Liban 7 milliards et la Syrie 400 milliards pour la reconstruction. Donc on parle de sommes absolument monumentales et seule une mobilisation de tous les pays du Golfe pourrait permettre de mettre sur pied ce processus. Encore faut-il que la confiance revienne et elle est à ce stade très loin d'être revenue. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Bittard, pour ces éléments, hein, et je retiens notamment hein, le fait que les États-Unis ont sous-estimé les interdépendances hein, dans le monde actuel. Je voudrais donner la parole à Monsieur Walalou. Monsieur Walalou, bonjour. Vous avez eu une carrière académique extrêmement riche en tant que professeur à l'université Mohamed V de Rabat et en tant que professeur associé dans plusieurs institutions internationales. Vous êtes par ailleurs une figure majeure de la scène politique marocaine, puisque vous avez été ministre de l'économie et des finances, ainsi que maire de la ville de Rabat. Vous êtes actuellement senior fellow au Policy Center for the New South. Monsieur Walalou, je voudrais vous demander quel regard vous posez depuis le Maroc sur les bouleversements géoéconomiques et géopolitiques décrits par nos invités, messieurs Cabriac et Bittard. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais auparavant vous remercier parce que vous m'avez associé, les organisateurs, à cette rencontre et en même temps vous dire que le papier d'introduction que vous avez préparé, personnellement, j'y adhère globalement, plus que globalement même. Si vous permettez, dans mon intervention, je vais parler un peu des changements
actuels, à partir, comme vous le dites, comment nous les voyons, nous, et puis en deuxième lieu, les conséquences sur les mutations en matière de financement. Personnellement, j'appartiens à une génération qui a vécu, à partir de 1945, le tournant d'après-guerre, avec ces deux pôles géopolitiques dominés par une bipolarisation, États-Unis-URSS et la guerre froide, et géoéconomique, dominée plutôt par l'Occident, surtout les États-Unis, le dollar essentiellement, avec des institutions internationales qui gèrent un peu cette économie, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et puis, aujourd'hui, avec les générations montantes, nous vivons un, un nouveau tournant. Un nouveau tournant où prédomine un G2, un nouveau G2, une nouvelle, une nouvelle donc, bipolarisation, États-Unis toujours et la Chine. Mais en même temps, il y a une possibilité, pourquoi pas, une tendance vers une possibilité de développement d'une certaine multipolarité. Ce changement que nous vivons a été accéléré à partir de 2020. Mais en fait, d'après moi, il a commencé il y a 50 ans, dans les années 70, quand l'économie américaine est devenue déficitaire. Et à ce moment-là, les États-Unis ont mis fin, disons, pour l'essentiel, aux accords de Bretton Woods, et notamment la fixité du taux de change, notamment pour le dollar. Mais les années 70, c'est en même temps les années des chocs pétroliers. Et depuis, je vous propose des dates repères. Et ces dates repères, moi, je suis toujours intéressé à 1979. Dans cette année, une année importante, on retrouve des événements géopolitiques et géoéconomiques d'importance qui ont eu des effets sur l'avenir. C'est l'arrivée en premier lieu du président Reagan et de Madame Thatcher au pouvoir, et avec eux l'émergence du néolibéralisme et de ce qu'on va appeler plus tard le consensus de Washington. C'est la même année l'entrée de l'URSS en Afghanistan, qui va d'une part amener l'islamisme radical à s'imposer, Ben Laden, à ce moment-là aidé par l'Occident, il faut bien le dire, mais qui va entraîner aussi certainement la fin de l'URSS. La fin de l'URSS, 79, troisième événement, l'arrivée de Jean-Paul II, le pape polonais, déterminant pour ce qui va se passer notamment pour l'URSS. 79, c'est la révolution iranienne qui va permettre à l'islamisme politique de s'imposer à partir du chiisme, plus tard avec, à partir de l'Arabie saoudite, le wahhabisme va aussi avoir de son impact. Et enfin, 79, c'est l'arrivée de Deng Xiaoping. Avec Deng Xiaoping, c'est la Chine qui s'ouvre, qui se réforme, tout en restant ce qu'elle est sur le plan politique. Et ceci va lui permettre de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, à partir de cette date, 1990, c'est la fin de l'URSS, et en même temps les États-Unis qui imposent un système monopolaire pendant, disons, une vingtaine d'années. 2001, c'est le 11 septembre, c'est le choc des civilisations, c'est le choc, la confrontation des identités, des religions. 2008, la crise économique et financière qui va entraîner, va accélérer le changement des rapports de force. Et puis, depuis 2020, la guerre d'Ukraine, le Covid, la Gaza et la guerre d'Iran aujourd'hui. Alors, ce que je constate maintenant, c'est
depuis essentiellement 5 années, ou même depuis 2008, c'est des changements en cours. Parmi les changements, depuis Obama, c'est le basculement des États-Unis qui ne veulent pas rester trop liés à l'Europe et qui ne veulent pas rester trop liés aussi au Moyen-Orient et qui veulent s'intéresser essentiellement à l'Asie pour affronter la Chine. Ce que je constate ces derniers, c'est des fissures au sein du Nord, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Et en même temps, auparavant, entre l'Europe et la Russie qui s'est éloignée de l'Europe et qui donc s'est rapprochée essentiellement de la Chine. Ce que je constate, c'est que les rapports Nord-Sud changent aussi avec l'émergence de ce qu'on a appelé le Sud global. On le constate avec, juste après la crise de 2008, avec la naissance du groupe 20, et qui va permettre aux pays émergents d'être présents à côté du G7 pour transformer et réformer et faire changer la gouvernance du monde. Le groupe Shanghai, à partir de 2001, qui s'est élargi en 2024, les BRIC, à partir de 2008. Ce Sud global, c'est important, il n'est pas homogène, il est différent du tiers-monde des années 60 et 70. Le tiers-monde avait une position de rupture. Le Sud global intègre la globalisation, mais en même temps, il veut faire réformer, changer la gouvernance, essentiellement la gouvernance économique du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, etc. Et puis dans tout ça, bien sûr, la Chine qui continue sa route et sa ceinture, qui se rapproche de la Russie, et en même temps qui est deuxième puissance, mais qui fait partie de ce BRIC. Donc il y a de ce BRIC, et donc elle fait partie du Sud global. Et puis en même temps, les autres pays émergents, à côté de la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Malaisie, la Turquie, le Brésil, ils cherchent aussi à s'imposer. Et à côté de ça, bien sûr, les contraintes, les nouveaux contraintes, notamment contraintes qui nous touchent tous, celle du réchauffement climatique. Et donc tout ça, dans la période d'après 47 jusqu'à l'actuelle période, la question palestinienne traverse toute cette période-là. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est dans les consciences, dans les cœurs, mais surtout, elle déstabilise notre région et déstabilise l'Europe, et en même temps, elle est à la cause un peu d'autres problèmes. Même la guerre actuelle, en fait, contre l'Iran, c'est une guerre essentiellement liée aussi au conflit israélo-palestinien. Et avec ça, bien sûr, la transition technologique, le numérique, ce qui est important, c'est que l'Occident perd le monopole, la Chine est une nouvelle locomotive. Pardon, monsieur Oualalou, si vous êtes d'accord, je vous propose d'intervenir dans un second round de questions sur les conséquences des bouleversements que vous venez de rappeler. Est-ce que ceci vous convient? Je suis tout à fait d'accord. Pas de problème. Je vous remercie et je vous remercie et je voudrais passer la parole à Maher Gassab. Maher Gassab, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur en sciences économiques et enseignant-chercheur à l'École supérieure de commerce de Tunis. Vous êtes membre fondateur du laboratoire de recherche TEMA de l'Université de la Manouba et vous avez été chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et vous dirigez, comme je l'ai dit en introduction, l'ouvrage collectif annuel du GI40, l'économie tunisienne.
Nos invités jusqu'à présent ont décrit, hein, les principaux bouleversements à l'œuvre aujourd'hui en termes de géoéconomie et de géopolitique. Je voudrais, avec vous, m'orienter davantage maintenant sur les conséquences potentielles que ces bouleversements induisent pour les régions, pour les pays de la région MENA. Vous êtes, comme je l'ai indiqué, basé en Tunisie et je voudrais poursuivre en vous demandant quelles sont les conséquences des bouleversements décrits en termes de financement international pour la Tunisie et pour d'autres pays comme l'Égypte ou la Jordanie. Je comprends que vous allez partager votre écran pour présenter un support de présentation. Je vous cède la parole. Je vous remercie. Oui, merci Axel et bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce webinaire sur les conséquences géopolitiques et économiques sur les économies des pays de la région MENA. Bien entendu, là, je vais présenter ces conséquences à travers quelques chiffres. Je dois préciser que le GI40 avec la FERDI a initié une coopération qui vise à évaluer donc les conséquences actuelles géopolitiques et géoéconomiques sur les économies des pays de la région MENA. Nous avons commencé avec ce webinaire et comme premier exercice de présentation de ces conséquences, j'ai essayé avec mon collègue Mahdi Prouri de voir quelles seront ces conséquences sur, donc, sur la, des économies comme l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. J'espère que vous voyez la présentation, c'est bon? Oui. D'accord. Bien. Voilà, nous avons commencé par présenter, euh, donc par avoir les chiffres des balances courantes des trois pays, Tunisie, Jordanie, Égypte. Il y a certainement des points communs, mais de l'autre côté, il y a aussi certaines divergences. Nous avons essayé de voir sur une période assez longue, 2005-2024, comment les chocs, les différents chocs ont affecté les économies des trois pays. Bon, je ne vais pas revenir beaucoup sur la question de la géopolitique. La géopolitique a permis de rendre le financement extérieur des pays de la région MENA plus coûteux par les rivalités qui viennent d'être expliquées, les problèmes de sécurité, le problème de climat. Bon, ça n'a pas énormément été évoqué, mais aussi la question des coûts du capital. Les changements dans la région MENA sont au nombre de trois, si on veut dire. L'accès au capital dépend aujourd'hui beaucoup plus d'un ralignement stratégique que de la seule logique de développement. Les flux financiers donc, euh, euh, vont surtout vers les pays qui assurent beaucoup plus la stabilité de la région et le tourisme, l'énergie, le commerce et les flux des migrants deviennent des canaux de transmission immédiat des chocs. Donc, les économies des MENA sont dans une logique d'arbitrage entre sécurité, souveraineté et croissance. Bien, si on regarde les chiffres, des comptes courants comparés des trois pays, on peut voir que à la fin de la période 2024, les choses s'améliorent conjoncturellement pour la Tunisie.
que donc assez élevé, ça reste au Nous niveau de... entendons Maher Gassab. Comment? Non, je me demandais s'il n'y avait pas une coupure. Nous t'entendons, tu poursuis. D'accord. Bon, pour l'Égypte et la Jordanie, les taux donc de déficit courant restent assez élevés, donc aux alentours de au-dessus de 5%. Bon, donc, mais il y a un déficit structurel sur toute la période. Donc, en gros, en moyenne, sur la période 2020-2024, c'est moins 5% du PIB en Tunisie, moins 5,8% du PIB en Jordanie et de moins 3,5% du PIB en Égypte, mais le déficit est structurel. Pour le cas de la Tunisie en bleu, nous voyons bien que, donc le cas que je connais naturellement le mieux, que depuis 2011, il y a un creusement du déficit et depuis la suite, donc, puisqu'on a dépassé la crise du Covid et la crise donc, de la guerre en Ukraine, donc les choses s'améliorent, mais on va voir est-ce que s'améliore conjoncturellement ou structurellement, ça c'est une autre question. Donc, euh, si on regarde les trois pays, bon, ce sont trois pays à revenus intermédiaires donc faibles, mais finalement des modèles de financement assez différents parce que la vulnérabilité commune à tous les trois cache certaines disparités dans leur architecture de financement. La Tunisie, son modèle se base beaucoup plus sur le tourisme et le revenu des Tunisiens à l'étranger. Donc, c'est la source dominante de stabilisation. Et les chocs qu'on a vécus donc, dépendent beaucoup plus des chocs sécuritaires et des problèmes donc, d'accès au financement. Pour la Jordanie, donc, le modèle repose beaucoup plus sur une rente géopolitique parce que la Jordanie, donc, elle est au cœur de la zone de tension au Moyen-Orient. Son domaine dépend beaucoup plus de l'aide publique de développement, mais aussi des revenus des résidents jordaniens dans les pays du Golfe essentiellement. Et il y a une dépendance énorme des bailleurs de fonds. L'Égypte, c'est c'est un autre modèle basé beaucoup plus sur des méga flux financiers, mais aussi une méga dette. Donc, les sources dominantes, c'est les revenus du canal de Suez, les IDE et le revenu des Égyptiens à l'étranger. Donc, donc on peut dire que les trois pays, finalement, ont des modèles un peu différents, même si l'élément, comme on va le voir, les revenus des migrants restent une variable aussi bien de risque, mais aussi de stabilisation en même temps pour ces pays, pour prévenir donc contre les chocs. Bon, revenons au cas de la Tunisie, on va décomposer un petit peu la balance de paiement. Donc, tout ce qui est en bleu, donc, ce sont les revenus, les soldes positifs du compte courant. Tout ce qui est en rouge, donc, c'est les déficits. Mais au total, donc, la courbe en noir, donc, c'est le déficit de la balance. Et on voit que finalement, que les dernières années, les trois dernières années, que les revenus des services, donc essentiellement du tourisme, mais également des Tunisiens résidant à l'étranger, donc on pense le déficit structurel du revenu primaire et le solde de la balance commerciale. Si on regarde quels sont les chocs qui ont marqué euh, l'économie tunisienne pendant la période d'études, donc c'est la crise de subprime n'a pas impacté énormément ou d'une manière, disons, directe l'économie tunisienne, mais le choc le plus violent, c'était en 2011 avec les changements politiques et il y a euh, une, donc
des conséquences négatives, notamment sur le tourisme. Ensuite, 2015, donc un choc sécuritaire avec des attentats donc, dans le musée de Bardo et à Sousse. 2020, donc c'est le choc connu dans tous les pays du monde, le choc Covid. Ensuite, 2022, c'est la guerre en Ukraine et le choc de l'énergie, mais aussi donc, des, des denrées alimentaires. Et 2023, c'est la reprise du tourisme, donc, et pour terminer en 2024 avec un déficit courant assez réduit, à moins 1,6% du PIB. Maintenant, pour la Jordanie aussi, c'est un déficit structurel qui est qui dépend notamment d'une vulnérabilité énergétique structurelle. En moyenne, sur la période 2020-2024, il est de l'ordre de moins 5,8%. Le tourisme, il est très sensible donc, à la situation géopolitique donc, dans la région et l'aide publique au développement et les transferts du Golfe amortissent nettement ce déficit structurel de la balance du paiement. Donc, finalement, c'est un pays qui dépend énormément d'une aide qu'on qualifie de géopolitique pour donc soutenir ce déficit structurel. Les chocs aussi, c'est la même chose. 2011, bon, c'est la guerre en Syrie, le choc gazoduc. Ensuite, en 2015, il y a eu la fermeture de la frontière en Irak. En 2020, c'est la même chose, Covid-19 et chute du tourisme. 2021, donc reprise graduelle des services. 2023, c'est la guerre à Gaza. Et donc 2024, il y a un déficit extrême sous pression avec l'accentuation donc de la situation géopolitique dans la région. Donc l'Égypte, c'est donc le pays des méga flux et de la méga dette. Bon, même si on voit qu'au début des années 2000, le solde il est assez positif, mais on regarde qu'il y a une tendance à l'aggravation de ce déficit tout au long de la période. Les montants en dollars donc, courants sont énormes. Mais bon, c'est un déficit qui est très dépendant des recettes du canal de Suez et du tourisme, aussi des transferts des Égyptiens résidant à l'étranger. Et il y a aussi un service de la dette énorme donc, depuis donc, les dernières années. Et on va voir donc, les étapes importantes en termes de choc pour l'Égypte. Donc, 2011, c'est comme en Tunisie, donc c'est la révolution et la chute donc, du secteur touristique. Ensuite, en 2016, c'est le flottement de la livre. Ça, c'est un phénomène aussi très important qui a donc conduit à une instabilité macroéconomique très importante, notamment la montée de l'inflation. Donc, en 2019, il y a eu un record touristique. 2020, Covid-19, guerre en Ukraine en 2022 et 2024, donc crise de la mer Rouge, donc qui a aggravé un petit peu la situation dans ce pays. Voilà, si on fait une synthèse des trois pays sur deux grandes périodes, donc 2005, 2010, 2020, 2024, le déficit du compte courant, par exemple en Tunisie, était moins 3,4 entre 2005 et 2010, il est devenu moins 5%. En Égypte, en Jordanie, il était de moins 9,8, il est devenu moins 5,8. Et en Égypte, il était de positif de 0,5 et il est devenu moins 3,5. Donc, si on regarde ici, on voit que la situation relativement, c'est celle de la Tunisie qui s'est détériorée euh, le plus. Et aussi, bon, il y a l'Égypte, mais en gros, le déficit, il est le même. Donc, si on regarde, donc, puisqu'on parle de financement, les transferts, les transferts des migrants en Tunisie, c'est plus 1,8.
la première période. Ensuite, il a augmenté à 2,8, donc une montée importante. L'Égypte, la Jordanie, c'est de 2,7 à 4,2, c'est énorme. Et c'est le boom en Égypte, on va de 7,5 à 27,3. Donc, cela montre donc l'importance des flux des Égyptiens résidant à l'étranger. Donc, pour les IDE, bon, la Tunisie connaît des difficultés pour l'attractivité de ces IDE. Donc, on est passé d'une moyenne de 1,9 pour la première période à 0,7 la seconde. Pour la Jordanie, donc ça a baissé également parce que la zone elle est sous tension, donc de 2,5 à 1,1. Et l'Égypte, c'est le gagnant, ça a doublé par rapport, donc en termes de dollars constant, donc de 7,5 à 15,4. Pas dollar constant, mais le dollar en termes euh, euh, réels. Bien, donc voilà donc la situation. Donc la Tunisie, son modèle repose beaucoup plus sur le tourisme et sa diaspora. La Jordanie sur la rente géopolitique, donc et notamment l'aide américaine qui est de moins en moins sûre, et l'Égypte sur un modèle de méga flux et de méga dette. Bon, les messages clés, donc le risque géopolitique est devenu un déterminant direct des comptes courants. Les transferts des migrants jouent un rôle amortisseur systémique pour les trois pays. La soutenabilité extérieure dépend désormais des modèles de financement, pas seulement des soldes. Et on est face à trois priorités. Il faut renforcer la crédibilité macroéconomique et la stabilité. C'est un préalable donc, pour ces trois pays. Mais aussi, il faut diversifier les recettes en devises et les bases productives. Il ne faut pas rester dans les modèles conventionnels et surtout profiter de la transition écologique que traverse la planète, que connaît la planète, c'est transformer les financements climatiques donc en des leviers de résilience. Voilà en gros une première lecture des balances donc courantes des trois pays et les conséquences géopolitiques depuis une vingtaine d'années sur les économies des trois pays. Voilà, donc Merci. à vous la parole. Merci Maher Gassab pour cette présentation, hein, avec la présentation des résultats sur les balances de paiement de la Tunisie, de l'Égypte et de la Jordanie. Il est 17h05. Nous avons démarré le webinaire il y a une heure. On a prévu 1h30 pour ce webinaire. J'ai quelques questions dans un second round à vous poser, mais je vous demanderai à chacun d'entre vous d'être plus synthétique et de répondre en ne dépassant pas, si possible, les 5 minutes. Je voudrais peut-être revenir vers vous, monsieur Walalou, après votre présentation, hein, avec un rappel historique, hein, sur les bouleversements géopolitiques et géoéconomiques. Je vous donne la parole sur les éléments enfin, sur les conséquences que ces bouleversements ont sur les économies de la région MENA. Monsieur Walalou, je vous donne la parole pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. En premier lieu, la région MENA n'est pas homogène. On distingue essentiellement par rapport à notre problématique trois groupes. Un, les pays pétroliers, qui sont des pays rentiers et qui ont beaucoup gagné à partir des chocs depuis 1973 jusqu'à maintenant et qui ont adhéré à une logique rentière, mais qui cherchent aujourd'hui à diversifier leur économie. Deux, les économies déficitaires. C'est l'exemple de notre ami qui a été présenté, le Maroc, Tunisie
Égypte, Jordanie, essentiellement, où le financement par les migrants est important, par le tourisme est aussi important, et bien sûr les emprunts aussi bien multilatérales que bilatérales. Et en troisième lieu, les pays en difficulté à partir du printemps arabe, quelquefois même en faillite, quelquefois même disloqués. Mais certains cherchent à se reconstruire. C'est le cas de la Syrie, c'est le cas peut-être de la Libye, il y a le cas de l'Irak, il y a le Yémen, il y a le Soudan. Alors à partir de là, la question du financement qui s'impose, bon, il y a des choses qui vont rester. Le financement multilatéral, Banque mondiale, Fonds monétaire international, ça va continuer. Le financement régional, essentiellement provenant de l'Europe, va certainement continuer, mais il est important, il est lié à la réconciliation de l'Europe avec la Méditerranée et l'Afrique, et à la sortie de l'Europe de son inertie. Le financement bilatéral, auparavant, était essentiellement européen et américain, mais aujourd'hui, il y a du nouveau, c'est bien sûr la Chine. Là, j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas oublier que le président Trump a pris une décision qui a amené à arrêter les flux d'aide à nos pays et aux pays africains. Et par exemple, le Maroc recevait le Millennium Challenge qui s'est arrêté sans que l'arrêt de l'aide entraîne une promotion du commerce, c'est-à-dire no aid, mais oui, no aid, mais trade. Parce que les États-Unis imposent en même temps cette logique protectionniste. Et là, bien sûr, c'est la Chine qui peut gagner dans l'affaire, dans le cadre de son initiative. Alors, cette Chine elle-même, elle a développé avec le monde arabe des rapports en tant que pays arabe dans le cadre du forum arabo-chinois et en tant que pays africain dans le forum sino-africain. Et là, on retrouve les trois modèles. Avec les pays pétroliers, les rapports sont essentiellement des rapports de commerce. Avec les pays pétroliers, mais avec une démographie importante, le cas de l'Algérie, le financement va vers les infrastructures. Et avec les pays comme le Maroc, l'Égypte, un peu la Tunisie, c'est le financement des projets industriels, faire en sorte que ces pays, tenir du fait que ces pays peuvent être un relais essentiellement entre l'Afrique et l'Europe. Bien sûr, comme le dit votre papier d'introduction, le financement des biens universels va de plus en plus s'imposer, notamment le financement de la transition énergétique, de la transition numérique. Mais en même temps, les rapports anciens vont continuer, notamment, comme je l'ai dit, les rapports avec le Banque mondiale, le Fonds monétaire, et les rapports, et en attendant que l'Europe se réveille, c'est-à-dire s'unifie, et en même temps que l'Europe tient compte de sa géographie. Elle s'est éloignée de la Russie, elle est en train de s'éloigner d'une façon ou d'une autre des États-Unis. Ce qui lui reste, c'est la Méditerranée et c'est l'Afrique. Et donc créer une dynamique pour créer une multipolarité, créer un nouveau pôle, Afrique, Méditerranée, Europe. Et là, effectivement, à côté, dans le cadre du voisinage, à côté des relations commerciales, le financement et les flux technologiques peuvent jouer un rôle essentiel, notamment pour accompagner les deux transitions. La transition du verdissement, c'est-à-dire la transition énergétique, l'exportation de l'hydrovert, de l'électricité verte, de l'hydrogène vert, etc.
et la transition numérique. Et là, il y a une possibilité, je l'espère, pour rénover les rapports entre l'Europe et nos régions. Bien sûr, cela est lié aussi à une question fondamentale, c'est la question politique, celle du conflit israélo-palestinien. Il est certain que l'Europe doit jouer un rôle essentiel pour qu'on puisse arriver à une solution juste, nécessaire pour effectivement dépasser et les instabilités et surtout faire en sorte que ce nouveau pôle compense la domination des deux autres pôles du G2, l'américain d'une part et les Chinois d'autre part. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Walalou, pour ces éléments de réponse. Vous avez évoqué la question de la transition énergétique. Je me tourne vers Bruno Cabriac pour vous demander si le choc pétrolier actuel renforce durablement la position des pays exportateurs de la région, ou bien révèle-t-il au contraire les limites d'un modèle de développement fondé sur les hydrocarbures à l'ère de la transition énergétique? Je vous cède la parole et je précise en même temps que le public qui assiste à ce webinaire peut effectivement poser des questions et nous en sélectionnerons quelques-unes à la fin de ce webinaire. Bruno, la parole est à vous. Merci beaucoup, Axel. Et je voulais commencer par dire à quel point je m'associe aux propos qui ont été tenus par les trois précédents panélistes. Je remercie particulièrement Monsieur Walalou pour sa catégorisation en trois groupes des pays de la région. Euh, Tous ces groupes ont une vulnérabilité forte aux hydrocarbures. Pourquoi? Eh bien, c'est évident pour le groupe des pays importateurs, mais c'est aussi évident pour le groupe des pays exportateurs. Certes, un certain nombre de pays ont déjà entamé la diversification de leur économie, mais ils l'ont fait avec un relatif retard. Et le groupe 2 et le groupe 1 sont aussi extrêmement dépendants des capitaux des pays du Golfe. L'Égypte, on l'a vu, et ça a été démontré par Monsieur Maher Gassab, est aussi dépendante des remises de travailleurs immigrés qui travaillent essentiellement dans le Golfe. Donc, la perspective de long terme qui est marquée par un épuisement des ressources en hydrocarbures, mais de façon encore plus probable par le fait que une partie de ces ressources en hydrocarbures resteront, faute de demande à un horizon de 30-40 ans, dans le sous-sol, eh bien, ça pose un problème à l'ensemble de la région. Donc, il y a une forte vulnérabilité à l'avenir des hydrocarbures pour le financement de la région. Pourtant, ce financement, il est nécessaire. Tous les pays, à l'exception des pays exportateurs de pétrole, connaissent des déficits structurels de leur balance des paiements, des déficits qui sont limités, mais qui sont limités parce que il n'y a pas de financement nécessaire. En effet, ces pays ont tous des gros besoins de capitaux. Évidemment, pour se reconstruire, comme l'a souligné M. Bittard dans le cas du Liban, dans le cas de la Syrie, mais aussi parce que ils ont besoin de diversifier l'économie, d'accumuler du capital productif, de mieux s'insérer dans les chaînes de valeur. Et aussi, ce sont des pays qui sont au début, je dirais, de leur transition démographique et donc ils doivent bénéficier du dividende démographique. Et pour bénéficier du dividende démographique, il faut augmenter le taux de capital par tête. Donc, il y a des besoins de financement énormes, des besoins de financement qui sont aussi considérables pour développer l'économie, pour la transition démographique, pour la transition climatique, pour les biens publics mondiaux. Et donc, c'est la clé de ces financements. Or,
On l'a bien vu hein, avec l'évolution des investissements directs étrangers, comme l'a très bien montré Monsieur Maher Gassab, en Tunisie comme en Jordanie, il y a plutôt une raréfaction des investissements directs étrangers. Pourquoi? Ben, la question est simple, c'est lié à l'instabilité politique. Donc, tous ces pays ont beaucoup besoin de financement externe. Ils ont une dépendance excessive, directe ou indirecte, aux hydrocarbures et qui sont à terme probablement dont les revenus à terme vont probablement diminuer et ils ont une vulnérabilité forte au changement climatique, hein, comme le montrent les indices de vulnérabilité climatique pour la région, et ils ont une vulnérabilité très forte aux risques géopolitiques. Et comme l'a dit M. Oualalou, la résolution de ces risques géopolitiques va être un élément clé du développement à long terme de tous ces pays. Merci Bruno pour ces précisions. Je poursuis le débat en revenant vers vous, Maher Gassab. Vous avez évoqué tout à l'heure hein, la hausse du coût du capital et je voudrais savoir comment des pays très exposés comme la Tunisie ou l'Égypte peuvent-ils transformer les financements climatiques et la transition verte en une source durable de devises. Je vous laisse la parole pour 5 minutes maximum. Merci. D'accord. Bien. Donc, les chiffres de tout à l'heure pour les pays que nous avons étudiés, comme l'a dit M. Oualalou, donc le deuxième groupe de pays déficitaires, la marge de manœuvre quand même se rétrécit et la vulnérabilité au choc devient assez importante et il faut trouver d'autres mécanismes de financement peu conventionnels parce que des solutions, bon, il y a toujours tout ce qui est donc stabilité macroéconomique pour attirer les IDE, mais aussi des moyens d'intégration régionale mais qui restent toujours limités dans le contexte géopolitique actuel. Euh, Restent aujourd'hui les mécanismes de financement vert à travers au moins trois canaux. Tout d'abord, saisir l'opportunité du friendshoring vert pour attirer les idées. Là, je pense que notre voisin européen peut être un partenaire très solide pour des pays comme la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, ces pays qui doivent se positionner comme des partenaires stratégiques incontournables pour la décarbonation de l'Europe via le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en devenant des plateformes de production d'énergie renouvelable, solaire ou hydrogène vert. Ces pays peuvent ainsi attirer de nouveaux investissements directs étrangers. Ça a commencé notamment au Maroc, ça a commencé aussi en Tunisie et même en Algérie et même en Égypte. Il y a aussi un deuxième mécanisme, c'est de l'ingénierie financière pour alléger la pression de la dette. Et comme solution qui est souvent proposée, c'est exploiter les mécanismes d'échange, donc dette contre climat ou dette contre nature. Il s'agit de négocier avec les créanciers des conventions de conversion pardon, d'une partie de la dette extérieure en investissements locaux pour l'adaptation climatique, comme la gestion de l'eau, l'agriculture résiliente. Le troisième mécanisme, pardon, c'est l'économie circulaire comme bouclier de la balance commerciale. Donc, aborder la transition verte non pas seulement comme une source de recettes, mais comme un levier de réduction des dépenses en devises. On peut mettre en place dans ces pays-là
des modèles d'économie circulaire à l'échelle nationale, valorisation des déchets, optimisation de l'eau. Là, ça va permettre donc de réduire des dépenses en devises, notamment en améliorant notre souveraineté agricole. Tout ça, ça nécessite donc quand même le renforcement de la capacité institutionnelle et la crédibilité de nos pays parce que on doit former des gens, des responsables dans une ingénierie de projets solides et former des cadres de l'administration euh, donc, euh, dans ces projets verts bancables selon les standards internationaux pour attirer et sécuriser les investissements verts qui proviennent de l'étranger. Voilà quelques pistes de réflexion pour ce type de pays structurellement déficitaire et dont la marge de manœuvre se rétrécit avec les chocs géopolitiques et géoéconomiques qui se multiplient ces dernières années. Merci, Maher, pour ces éléments de réponse. Il est 17h22 ici en Tunisie, une heure de plus en France. Nous arrivons vers la fin de notre webinaire. Je voudrais, avant de passer aux questions du public, donner la parole à nouveau à monsieur Karim Emile Bitar pour lui demander une question ouverte, hein, quelle réaction suscite les propos qui ont été tenus dans ce webinaire. Je vous donne la parole pour 5 minutes, Monsieur Bittard. Alors, beaucoup de choses intéressantes ont été dites. J'ai apprécié le retour historique. En effet, il y a des années charnières et 1979 est incontestablement une année charnière, tout autant que le fut 1989 avec la chute du mur de Berlin, même encore plus pour le Moyen-Orient. 1979 est l'année où tout a basculé. Je suis également tout à fait en phase avec cette idée qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'Occident collectif ou de Sud global. Ces termes englobants sont souvent des termes pièges. Il y a un véritable gouffre qui est en train de se créer entre l'Europe et les États-Unis. On ne peut plus parler de relations transatlantiques comme dans le passé. Même l'allié la plus proche des États-Unis, l'Italie de Madame Meloni, est contrainte de se distancer de Monsieur Trump après ses attaques contre le pape Léon. La France, la Grande-Bretagne ont également subi l'ire des Américains, l'Allemagne encore plus avec des menaces de tarifs douaniers. Donc l'Europe est à réinventer, à se reconstruire. Les Espagnols proposent aujourd'hui une armée européenne. Reste à savoir, dans le cadre de ces divisions européennes, qui serait en lead, qui prendrait la tête de cette éventuelle armée européenne. Une deuxième réflexion qui m'est venue en écoutant mes trois copanélistes, c'est le fait que peut-être qu'il faut apporter une nuance à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'érosion du multilatéralisme. Il est vrai que le multilatéralisme politique est en crise avec la montée des nationalismes autoritaires à travers le monde, avec le fait que l'ONU est devenue une institution dysfonctionnelle et sclérosée. Mais je pense que le multilatéralisme économique se porte aujourd'hui quand même beaucoup mieux que le multilatéralisme politique. On voit dans des pays en crise que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, d'autres institutions financières internationales continuent de jouer leur rôle, un rôle qui est absolument décisif. Et ça me permet de rebondir sur une question qui m'a été posée, que vous aviez soulevée au début et à laquelle je n'ai pas vraiment eu le temps de répondre, celle des printemps arabes. Je suis persuadé que les printemps arabes auraient connu un tout autre destin s'ils n'étaient pas intervenus en 2011 à une période où l'Europe et les États-Unis traversaient une crise économique profonde qui a été rappelée dans l'exposé, la crise des subprimes. Si on suppose par hypothèse que les printemps arabes s'étaient déclenchés en 1990, dans les années Bill Clinton où il y avait un relatif essor économique aux États-Unis, je suis persuadé que l'Europe et les États-Unis auraient mis en place une sorte de plan Marshall pour aider à la transition en Égypte et en Tunisie, et que ces deux pays auraient peut-être pu négocier leur transition économique de façon beaucoup plus favorable,
sans que les puissances du Golfe ne puissent combler le vide. Parce que ce qui s'est passé après 2011, c'est qu'on a de grands pays comme l'Égypte, qui faisait déjà 93 millions d'habitants, aujourd'hui ils sont à 110 millions, se retrouvent en train de quémander l'aide, d'abord du Qatar sous la présidence de Mohamed Morsi, les frères musulmans, ensuite l'aide de l'Arabie saoudite après la prise du pouvoir par les militaires en 2013. Idem pour la Tunisie. La Tunisie n'a pas suffisamment été soutenue économiquement par l'Europe, ce qui fait que même s'il y a eu une décennie de relatif libéralisme politique avec une liberté d'opinion qui est en train de disparaître aujourd'hui, économiquement, beaucoup de Tunisiens ont eu le sentiment que les causes profondes sociales et économiques de la révolution n'avaient pas été adressées. Donc le contexte joue pour beaucoup, mais il ne faut pas complètement abandonner cette idée du multilatéralisme, car je pense que le monde a de plus en plus besoin de ces institutions où, du fait des interdépendances, du fait du caractère concret des dossiers qui sont traités, on se heurte moins aux obstacles géopolitiques qu'à l'ONU. Donc, malgré tous les reproches qu'on peut leur faire, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont toujours une utilité. Et le paradoxe, je vous parle de l'expérience libanaise. D'habitude, on critique le FMI comme étant le porte-étendard d'un néolibéralisme débridé. Au Liban, c'est un peu le contraire. C'est plutôt les oligarques qui s'attaquent au FMI, alors que les Libanais les plus défavorisés sont en faveur d'un plan FMI parce qu'au moins il y a une certaine transparence et que les critères sont fixés dès le début. C'est cela le paradoxe. Le FMI d'aujourd'hui n'est pas celui des années 90. Il a fait son autocritique et souvent, certains pays du Sud ont besoin du FMI pour remettre leurs finances en ordre sans que les kleptocraties nationales ne puissent continuer de faire main basse sur l'économie nationale. Merci, merci Monsieur Bittard. Je passe maintenant rapidement aux questions et réponses du public, hein. Nous avons reçu toute une série de questions qui sera, je n'aurai pas l'opportunité évidemment de poser toutes les questions à nos panélistes. Je vais peut-être essayer de formuler une question, hein, en synthétisant plusieurs questions qui sont posées, j'imagine, par des personnes basées en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Beaucoup de questions pour savoir par rapport au bouleversement géostratégique et géoéconomique décrit, quelles sont les conséquences pour la partie Afrique, comprise comme l'Afrique subsaharienne. Je suis conscient que c'est une question un peu difficile. L'Afrique subsaharienne est diverse, mais peut-être que Bruno Cabriac, vous pourriez nous donner des éléments de réponse sur les conséquences de ces bouleversements en Afrique subsaharienne et si éventuellement il y a des relations avec ce qui se passe dans la région MENA. Non, en deux mots peut-être, est-ce que ces bouleversements géopolitiques vont être une aubaine ou au contraire une malédiction pour l'Afrique subsaharienne? La question, de mon point de vue, reste ouverte parce que il y a effectivement un risque de fragmentation du monde économique. Pour l'instant, ce risque, comme l'ont dit, comme l'a très bien dit Monsieur Bittard, ce risque ne s'est pas matérialisé et donc la globalisation reste. Mais cette mondialisation, elle n'a pas vraiment profité à l'Afrique. Donc, est-ce que l'Afrique pourrait pâtir de la séparation entre deux blocs, d'une séparation plus étanche entre deux blocs, au moins au plan géoéconomique? Je dirais probablement, si on prend la référence historique de la guerre froide, avec des conséquences pour l'Afrique subsaharienne relativement dommageables, mais il y a possiblement pour un certain nombre de pays des effets d'aubaine à mettre aussi en concurrence l'ensemble des grandes puissances, d'une part,
et notamment pour tous les pays qui sont producteurs de matières premières et de métaux critiques si utiles à la transition énergétique. On voit déjà la compétition entre la Chine, les États-Unis et l'Europe sur l'approvisionnement en métaux critiques. Donc ça, c'est la première source d'opportunité. La deuxième source d'opportunité qui vaut aussi pour l'ensemble des pays du monde, c'est que cette course à la souveraineté géoéconomique, eh bien, pour se protéger, elle passe par la diversification des fournisseurs. Et donc, tous les pays qui ont eu du mal et qui ont toujours du mal à s'insérer dans les grandes chaînes de valeur, et notamment à cause de l'énorme pouvoir de compétition, de concurrence qui a été donné à la Chine et à la chaîne de valeur asiatique par la précédente phase de mondialisation, eh bien, une des seules choses à pouvoir rendre ce phénomène réversible, c'est peut-être cette diversification des fournisseurs qui peut profiter à un certain nombre de pays pour s'insérer de manière plus efficace dans une nouvelle mondialisation qui sera basée bien sûr sur les avantages comparatifs, mais aussi sur la diversification des fournisseurs et sur la confiance entre pays qui commercent entre eux et qui va peut-être permettre justement l'émergence de ces pays dans la globalisation. Merci, merci Bruno. Est-ce que parmi les trois autres panélistes, quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Walalou, je vous vois lever. Vous avez la parole. Non, je voudrais seulement en conclusion dire que on n'a pas parlé d'un handicap important qui nous concerne, nous tous, les pays MENA, les pays du sud de la Méditerranée. C'est la faiblesse de l'intégration régionale entre nos pays. Et je pense notamment à l'absence du Maghreb, qui a eu un coût énorme durant les 70 dernières années après nos indépendances et qui pourrait avoir d'autres coûts beaucoup plus importants pour l'avenir. Ça, c'est un élément important parce que il me semble que cette absence ne renforce pas notre capacité de négociation avec notre voisinage. Et le voisinage, c'est bien sûr l'Europe. J'interpelle l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'elle se renforce, qu'elle s'intègre, qu'elle ait une cohérence. Et par conséquent, dans le cadre de cette cohérence, elle se réconcilie avec son voisinage, parce que le voisinage est éthique. Et en troisième lieu, bien sûr, je le répète, le conflit palestino-israélien est essentiel. Il faut tout faire, œuvrer pour trouver la solution. C'est important pour les Palestiniens et les Israéliens, mais c'est important pour nous tous, pour la Méditerranée, pour l'Europe et pour tous les pays arabes. Merci. Merci, monsieur Walalou. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Je remercie en particulier messieurs Walalou et Bittard pour être intervenus dans le cadre de ce webinaire co-organisé par la FERDI et le GI40. Je voudrais indiquer que les discussions du jour lors de ce webinaire vont alimenter une note de réflexion qui sera produite par la suite par le GI40 et la FERDI, portant sur le thème du webinaire de ce soir. Et je voudrais conclure aussi en remerciant Mathieu Boussicha et Colline Réal du côté de la FERDI et aussi Khalil Ben Cherif du côté du GI40 qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Je remercie le public pour les questions et pour leur écoute à ce webinaire.
j'allais dire, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. En tout cas, cette prochaine fois se matérialisera par la production d'une note portant sur ces bouleversements géoéconomiques et géopolitiques dans la région MENA. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. À bientôt.